Il y a quelques siècles, dans des livres anciens, des dictionnaires, des textes religieux, des œuvres juridiques et des éditions humanistes, sont apparus des symboles qui semblent provenir d'une autre langue, le AE et le OE. À première vue, ils ressemblent à des lettres mystérieuses, comme si l'espagnol avait eu un alphabet secret qui aurait ensuite disparu. Accompagne-nous dans ce voyage pour explorer ces graphies qui ont circulé dans les imprimeries, les latinismes et les textes savants de notre langue pendant des siècles. Pour comprendre l'origine de ces graphies, nous devons remonter au latin, aux copistes médiévaux, à l'imprimerie de la Renaissance et à une question clé. S'agissait-il vraiment de nouvelles lettres ou simplement d'une manière élégante d'écrire deux voyelles ensemble ? L'histoire commence bien avant l'espagnol. En latin classique, il existait des combinaisons vocaliques comme AE et O.E qui n'étaient pas des lettres indépendantes, mais plutôt des diphtongues écrites avec deux voyelles. Dans des mots comme César, Aetas, Poena, Phoedus ou Caelum, ces séquences représentaient des sons vocaliques hérités de la tradition latine et, dans certains cas, d'emprunts grecs. Avec le temps, surtout dans l'écriture manuscrite et médiévale, les scribes ont commencé à unir visuellement ces deux lettres, créant ainsi des formes compactes. Cette graphie pour A, put, et celle-ci pour O, pomp. Autrement dit, elles ne sont pas nées comme des lettres de l'espagnol, mais comme des ligatures typographiques, une union graphique de deux lettres en un seul signe. Mais pourquoi les unissait-on ? Pour plusieurs raisons. Dans les manuscrits, lier les lettres pouvait économiser de l'espace et accélérer l'écriture. Dans l'imprimerie, les ligatures servaient aussi de ressources typographiques. On fondait deux caractères en un seul type de métal pour que la page paraisse plus élégante et plus proche de la tradition manuscrite. Mais voici une différence fondamentale. Dans certaines langues, ces formes ont effectivement acquis leur propre valeur. En vieil anglais, par exemple, E a fini par fonctionner comme une lettre appelée H ou ask, utilisée pour représenter un son vocalique proche d'un A ouvert. Dans des textes comme Beowulf, l'une des œuvres les plus importantes de la littérature anglo-saxonne, on trouve des mots avec « est ». Dans ce contexte, « est » n'était pas seulement une décoration. Elle servait à représenter un son réel de l'anglais ancien. La Poetry Foundation conserve des versions du poème où l'on peut observer ces graphies. Et des guides universitaires de prononciation de l'anglais ancien expliquent que « e », appelé « h », se prononçait d'une manière proche du « a » de « apple ». La ligature « e », pour sa part, a également eu une vie propre dans certaines traditions. Dans des contextes d'anglais ancien, elle était associée au nom « Ethel ». En français moderne, la ligature « e » continue d'apparaître dans des mots comme « cœur »,« œuvre ». Bœuf. Œil. Là, ce n'est pas une lettre indépendante placée à part dans l'alphabet, mais elle conserve un usage orthographique vivant et reconnaissable. En français, elle porte généralement des noms comme Oy ou Ocol. Alors, si ces graphies avaient autant de prestige en latin, en anglais et en français, pourquoi l'espagnol ne les a-t-il pas adoptées ? La réponse se trouve dans l'évolution phonétique propre au castillan. L'espagnol n'a pas besoin de créer une lettre spéciale pour AE et OE parce que ces combinaisons ne fonctionnaient pas comme des diphtongues propres à la langue. Antonio de Nebrija, dans sa grammaire castillane de 1492, a été très clair en étudiant les groupes vocaliques du castillan. Pour lui, AE et OE n'étaient pas des sons compacts qui nécessitaient une nouvelle lettre, mais des rencontres de voyelles qui se prononçaient séparément ou qui appartenaient à des mots savants et étrangers. Cela explique pourquoi l'espagnol n'a pas transformé AE et OE en lettres à part entière. Dans notre langue, des mots comme poeta, héros, rodero, aéreo, saeta ou caer n'avaient pas besoin de ligature,
ils pouvaient parfaitement s'écrire avec des voyelles séparées. Même lorsque le castillan a hérité de mots latins qui comportaient autrefois ae ou oe, beaucoup avaient déjà changé phonétiquement. Par exemple, le latin poena a fini par être lié à l'espagnol pena, caelum à cielo, foedus, etc., avec des formes savantes comme fédéral ou fédération, sans qu'il soit nécessaire de conserver la ligature. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Et puis est venu le véritable moment où l'espagnol a tenté de copier ces graphies, non pas comme une réforme officielle de l'alphabet, mais comme une imitation humaniste et typographique par prestige du latin. Pendant la Renaissance et les siècles suivants, de nombreux imprimeurs, grammairiens, juristes, religieux et érudits espagnols écrivaient ou citaient des mots latins dans des textes castillans. Dans ces cas-là, on pouvait voir apparaître des formes comme César, Énéas, Poena, Foedus, Caelum ou Aedipus. Non pas parce que l'espagnol en avait besoin, mais parce que le latin restait la langue de l'autorité académique, juridique, scientifique et ecclésiastique. Un exemple très intéressant se trouve dans le Diccionario de Autoridad et de la Real Academia Española, publié entre 1726 et 1739. Dans certaines entrées, lorsque l'Académie propose des équivalents latins, on trouve des formes comme supena ou septuplipoena, c'est-à-dire que la ligature OE pouvait apparaître dans des textes académiques, mais à l'intérieur d'expressions latines, pas comme une partie ordinaire du vocabulaire castillan. Il en allait de même pour les noms classiques. Dans l'édition littéraire européenne, Énéas apparaît comme forme latinisée de Énée, le héros de l'Énéide de Virgile. Il en allait de même pour César, utilisé pour Jules César, ou pour Aédipus, forme savante liée à Oedipe. L'imprimerie a beaucoup contribué à cette illusion que l'espagnol aurait pu avoir ses lettres. Les livres anciens ne distinguaient pas toujours clairement ce qui relevait de la norme orthographique, de l'ornement typographique, du latinisme ou de la tradition éditoriale. Une page pouvait être écrite en castillan, mais contenir des titres en latin, des citations bibliques, des noms mythologiques, des vers classiques ou des formules juridiques. L'Académie royale espagnole a publié sa première orthographe académique en 1741, l'Orthographia Española, dans le cadre d'un processus de normalisation visant à organiser l'écriture de la langue. Ce type d'ouvrage marque une différence claire entre la tradition savante héritée et l'orthographe propre à l'espagnol. Avec le temps, l'Académie a simplifié et régularisé l'écriture, et les ligatures latines ont été exclues du système commun. L'Orthographia Moderna de Domil Diez, par exemple, décrit les graphèmes de l'espagnol et consacre des sections spécifiques aux emprunts et au latinisme, mais AE et OE n'apparaissent pas comme des lettres espagnoles. Et comment étaient-elles prononcées ? Cela dépend de la langue et de l'époque. En latin classique, AE et OE étaient en des diphtongues, c'est-à-dire des combinaisons vocaliques prononcées en une seule syllabe. Mais en latin tardif et médiéval, elles ont eu tendance à se simplifier, souvent vers un son proche du E. AE et OE ont été pour l'espagnol plus une tentation visuelle qu'un besoin phonétique. Le n'y a triomphé parce qu'il représentait un son vivant du castillan. Le L et le CHE ont eu une reconnaissance historique parce qu'ils représentaient des sons spécifiques. Elles ne résolvaient aucun problème urgent de notre langue. Elles étaient élégantes, anciennes, prestigieuses, même mystérieuses, mais pas indispensables. Et c'est peut-être là le plus intéressant. Ces graphies étaient proches de l'espagnol, elles sont apparues dans ces marges savantes, ont traversé ces imprimeries et sont restées piégées dans des dictionnaires, des citations latines et des noms classiques. En d'autres termes, ce furent des visiteurs illustres, mais pas des membres de la famille. Et toi, penses-tu que l'espagnol aurait été plus intéressant s'il avait conservé des lettres comme AE et OE ?
Aimerais-tu qu'elles reviennent comme lettres propres à notre langue ou préfères-tu qu'elles restent de jolies reliques dans les vieux livres? Laisse-nous ton avis dans la section des commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime. Je t'invite aussi à activer la cloche pour te rappeler quand une nouvelle vidéo sortira. À bientôt!